hear them. Focus. Remember that it's happening now. Everything else is just noise. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de l'IGRED. Je suis Margot Fulcheron, voici Hervé Simon et nous retrouvons Jean-Noël Poméon, directeur de course. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se passe cette course ? Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de l'IGRED et Raid in France qui accueille ce raid. Oui, donc du coup, l'IGRED, c'est une association à la base d'amis basée dans la Loire. Donc il y en a qui sont plutôt côté Montbrison, plutôt côté Saint-Galmier. Et on se réunit depuis des années pour faire des projets sportifs ensemble autour de la pleine nature. Chaque année ou tous les 2 ans, on essaye de promouvoir la discipline qu'on aime, donc le raid multisport, pour le partager au plus grand nombre. Et on organise donc une manifestation. On a organisé plusieurs années le l'IGRED basé dans la Loire. Et puis on a fait 3 éditions de l'Art des Raids basé en Ardèche, en co-organisation avec une autre association qui a exactement les mêmes valeurs que nous. Et donc cette année, l'opportunité s'est présentée pour notre association d'être support de la manche européenne du circuit international Adventure Race World Series. Merci beaucoup Jean-Noël. Alors on va passer maintenant au prologue, on va revenir au prologue parce qu'en effet il y a eu une course de prologue pour préparer un petit peu le raid officiel. Donc comment se passe ce prologue Hervé ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en complément de ce qu'a évoqué à l'instant Jean-Noël Poméon, je dois dire qu'on est plusieurs à avoir une grosse expérience en raid et qu'on n'avait jamais vécu un prologue de ce type. Donc ils ont été très originaux et très créatifs. Pourquoi ? Parce que d'habitude, sur des courses comme ça, et Nancy l'a aussi rappelé, qui sont quand même des courses engagées, où il faut des compétences techniques, alors surtout sur les endroits où on va dire il peut y avoir potentiellement un danger de mort, essentiellement les cordes et l'eau vive, puisque là la noyade ou la chute n'est pas permise. Les organisateurs demandent en général des prérequis techniques, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain niveau, et on ne peut pas se présenter sur une course comme ça où les gens doivent faire preuve d'autonomie et de maîtrise technique sans avoir ces prérequis techniques. Et systématiquement, ces prérequis techniques sont vérifiés dans un cadre à part, c'est-à-dire les gens arrivent, font l'accueil administratif, les vérifications, etc. Et normalement, on a ces contrôles de compétences. Or là, l'organisation a eu une idée assez originale et géniale, à mon sens, c'est qu'ils ont organisé le prologue chronométré sur une carte de course d'orientation intramuros dans Saint-Galmier, et ils ont mis des ateliers en place, et dont certains étaient chronométrés, ce qui là aussi est rare, puisque par exemple la vérification technique des packrafts, c'est-à-dire le gonflage, dégonflage des packrafts, la vérification des normes techniques, puisque les gilets de sauvetage doivent répondre à une certaine norme, les casques aussi, et ça c'était chronométré. Et c'est très habile parce que déjà en course ça compte, mais au prologue il fallait aussi qu'il soit capable de gonfler, dégonfler assez rapidement, et ça se travaille à l'entraînement, soit à l'entraînement réel, soit parfois même dans son salon, on peut gonfler, dégonfler son packraft plusieurs fois, mettre les éléments, et donc le chrono tournait. Après il y a des endroits qui étaient neutralisés, comme par exemple les cordes, ça c'est neutralisé, on ne peut pas se permettre d'avoir le chrono qui tourne sur les cordes. Et voilà comment s'est passé le prologue, avec en plus des points patrimoniaux très sympathiques. C'est une très belle ville, Jean-Noël l'a dit, Saint-Galmier. Je rappelle qu'on est dans la Loire, et donc les Ligériens ont quand même plusieurs communes avec un très joli patrimoine, et puis les Sources Badois qui sont une entreprise historique et très connue même mondialement. En effet, donc on va lancer des petites images sur le prologue que vous allez pouvoir observer. Donc comment s'est passé le prologue pour nos coureurs ?
commencer la vraie course, c'est-à-dire ce qui a démarré hier par un briefing. Comment ça s'est passé à peu près la course de samedi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Hervé? Oui, alors un fait très important et qui a eu des conséquences importantes sur toute la suite du parcours, c'est qu'après 4 minutes de course en roller, tout de suite après le départ à Saint-Romain-en-Galles, l'équipe Cap Opale, qui sont les champions d'Europe en titre et qui étaient les grands favoris avec Éphémère et le team CSO, Léo Fortin a chuté en roller, mais vraiment dès le départ, moins de 4 minutes, et c'est hélas fait une fracture du poignet. Donc gros fait de course, abandon au bout de 3 minutes quasiment des favoris. Et donc ça a été bien dit par Jean-Noël tout à l'heure, neutralisation de course une petite partie de la nuit sur les conditions dantesques, au moins qu'ils puissent se réchauffer, soupe chaude. Je dois dire aussi que l'organisation est bien typée, il a dit tout à l'heure que les maires les avaient accueillis, etc. Mais quand on a su les prévisions météo, l'organisation avait pris les devants, était allé voir les maires pour voir les salles de repli. Et ça ne se décide pas comme ça en pleine nuit au dernier moment. Oui, c'est sûr, sur un raid 24 heures, il faut une organisation quand même qui est assez dantesque. On va voir ça en images, le résumé de la course de samedi. C'est parti. La caméra, c'est bon.
Voilà, les petites lampes que vous apercevez, donc c'est les teams 2 et 3, sachant que je vous le redis, le team Capopal qui arrive là sur nous est incomplet suite à la blessure de leurs équipiers. Donc on a bien team éphémère et Capopal ensemble, donc éphémère est forcément deuxième, puisque les autres sont en course, mais ils sont sur une continue. Et donc information importante en temps réel, ça vous confirmera les informations du tracking, il y a 10 minutes d'écart pile, donc 10 minutes au passage là dans les Chiras, ça s'appelle comme ça ici les aiguilles gauche que vous voyez, les Chiras en dessous du col de l'Oyon. Allez la team, allez. Après avoir parcouru les 24 km de roller sur la Via Rona et franchi l'épreuve technique de Packcraft à Saint-Pierre-de-Bœuf, les équipes de raid ont enchaîné avec une section de trek puis de VTT en direction des ateliers cordes. Mais les intempéries ont obligé les concurrents à une pause de 2 heures. Trempées et déjà bien éprouvées, les équipes ont repris la course avec plusieurs longues sections de VTT et de courses d'orientation avant de rejoindre, au petit matin du dimanche, la fin de la boucle d'orientation à Saint-Féréol-d'Aurour sur le site de Lafayette. Dossard 3, MUC orientation avec 2-3 minutes d'avance sur le team éphémère. Les voilà, vous le voyez, les vélos sont ici. On pointe avec la puce pour le chronomètre. Et les voilà, l'équipe donc numéro 3 en tête, en direct. Allez, on va essayer d'avoir un tout petit mot très rapide. J'ai mal aux jambes. Ça a mal aux jambes. Comment s'est passée cette partie orientation? Ouais, bien. Il y a juste à 29 là au niveau de la grotte, on s'est fait reprendre par éphémère. On est resté calme et puis du coup on est reparti. Et puis voilà, un petit conseil, venez nous voir à l'embarcadère. Vous allez voir On arrive. quelque chose de curieux. Quelque chose de curieux. Avec les Packcraft. On y sera alors, Voilà. y sera, on vous laisse partir et puis effectivement on va enchaîner. Éphémère est juste derrière, on va pouvoir attendre. Alors on sait que rien n'est encore joué parce qu'il y a encore beaucoup de kilomètres à faire. Allez, le check qui est fait, tout le matériel. On est donc avec la première équipe, l'équipe numéro 3, MUC orientation. On attend la team éphémère juste après. Margot et Hervé, vous nous aviez pas menti, il y a du suspense et ça va durer jusqu'au bout. Et c'est parti, vous le voyez, pas de perte de temps. Et c'est parti donc pour MUC orientation, alors que la team éphémère arrive juste là-bas. On va pouvoir la suivre. On va pouvoir suivre team éphémère sur la transition également. L'équipe team éphémère, Dossard 1 avec Clément Vallat, vous le voyez en direct. On va s'approcher pour savoir un petit peu les impressions. Eh ben, on est plus frais. Ils sont plus frais. On peut s'en douter. Clément, un petit mot peut-être rapide. Ouais, c'était dur, cette session. C'était pas mal hors chemin. C'était pas hyper simple en orientation. Les flancs étaient bien gras. C'est un peu la bataille de tenir debout. Donc, on est bien sortis. Donc, on est plutôt content. On y a laissé un peu des plumes, mais je pense qu'on n'est pas les choses. Donc, voilà. MUC orientation, allez, vous les avez vus, 2 minutes devant vous. Ouais. Donc, le match est complètement relancé. Ouais, de toute façon, on savait que ça va être sur long, mais c'est surtout à la fin que ça se joue. Donc, voilà, rien de nouveau. C'est maintenant que ça commence. Ouais, alors ça a déjà bien commencé. Mais... Ça a déjà commencé, effectivement. mais oui, en tous les cas, on rentre un peu dans le money time, quoi. Pas tout de suite, mais... Et puis là, on s'en approche. une grosse partie Packcraft aussi derrière qui va s'enchaîner, forcément qui peut faire une grosse différence. Ouais, carrément, les manips, il y a du job. Il reste de quoi faire. Allez, on va les laisser. Voilà, on a interviewé en même temps les deux équipes, vous avez vu, pour ne pas déstabiliser chacun. Allez, on va les laisser s'équiper. Vous le voyez, un changement de chaussures, encore une fois, évidemment. C'est la même chose que MUC orientation. Et puis, bien sûr, il va falloir trouver le bon choix d'itinéraire pour aller jusqu'aux Échandes et pour aller récupérer ses Packcraft. Il va y avoir autour de 2 minutes d'écart, ce qui est quand même remarquable après 11 heures de course, faut le rappeler. C'est pas souvent qu'on a des équipes aussi proches et aussi serrées au classement. Il y avait un premier grand choix d'itinéraire à faire depuis la transition en VTT pour aller quasiment à l'embarquement Packcraft, et les écarts se sont maintenus. Il n'y a pas eu d'erreur d'orientation ni de l'une ni de l'autre sur ce grand poste à poste. 3e et 4e, puisqu'il n'y a que 4 équipes en full race, c'est-à-dire en course complète, qui ont pris tous les postes qui n'ont pas été shuntés. Le team CSO et Bim Bim Team sont à peu près avec les mêmes écarts que les premiers et seconds, environ 2 ou 3 minutes. Donc il y a une très belle bagarre aussi pour la 3e et la 4e place. Margot, merci Hervé pour ces infos très précises, et effectivement une course qui va être super serrée.
Les 2 premières équipes sont dans cette transition, hein, on vous a raconté. Ils ont posé les vélos à 1 km d'ici à peu près. Et là, ils sont en courant, toujours. Équipe de 4, évidemment, avec une féminine, vous l'avez vu à chaque fois. On attend hein, d'ici vraiment quelques instants. Les voilà. L'équipe MUC Orientation, vous les voyez en direct. Donc qui arrive ce dossard numéro 3 avec donc la prise de Packraft. On est juste devant la prise de Packraft. On va se tourner légèrement pour que vous puissiez profiter. Et puis on va voir la stratégie qu'ils adoptent. Bien, on attend avec impatience la surprise annoncée par Jonathan. On va la découvrir maintenant. Jonathan que vous voyez au premier plan là, qui est en train de finaliser son sac jaune. Moi j'ai parié éventuellement sur l'attache des Packraft en ligne, l'un derrière l'autre, on va voir, mais sinon j'ai aucune idée de ce que peut être la surprise. Vous avez vu qu'ils ont fait un choix de ne pas mettre les jupes, c'est-à-dire que les 2 ovales noirs que vous voyez, normalement ça aurait dû être rigidifié, je ne sais pas si vous avez fait attention, avec des petits anneaux en plastique. Donc ça, ils les ont glissés à l'intérieur du Packraft, ça veut dire qu'ils vont faire toute la navigation sans mettre les jupes. C'est pas spécialement nécessaire, c'est pour ça qu'ils font ce choix-là, puisqu'on n'a pas d'eau vive, on va être sur un fleuve. Donc on est censé embarquer que très peu d'eau et c'est un gain de temps de pas enfiler les jupes pour les 4 coureurs. Donc voilà, c'était un petit détail technique. Sinon peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude du raid, vous avez vu que les rôles sont bien répartis entre ceux qui gonflent, ceux qui finissent de préparer les sacs. Et puis il y a un équipier en général dédié, pas forcément le capitaine, souvent le capitaine mais pas forcément, qui fait tout ce qui est check matos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le point, est-ce que vous avez bien pensé à prendre ça, peut-être changer de type de ravitaillement par rapport à ce qui a été prévu, le matériel obligatoire. Des fois en eau vive on a un type de matériel obligatoire. Là c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Voilà, je pense que c'est ça la surprise, il me semble voir. Il me semble qu'il va solidariser l'arrière et l'avant. Voilà, je ne m'étais pas trompé, je pensais que ça pouvait être que ça la surprise. Alors pourquoi ils font ça? C'est assez rare, mais c'est vrai que là, comme c'est une section en eau calme, le fait de solidariser, ça va comment dire, rigidifier un peu les 2 bateaux dans la lignée, permettre à celui derrière d'être tout le temps dans la vague par définition, puisqu'ils ne pourront jamais s'écarter, et donc ça profile plus les bateaux. Voilà, j'étais à peu près sûr que c'était ça. Si ils avaient eu des pagaies simples, on pouvait imaginer le même système en fonction radeau, c'est-à-dire les 2 bateaux mis côte à côte, mais là on est bien dans l'alignement. Ça va être sympa à voir parce que vous allez voir la synchronisation des 4 pagayeurs. Là, elle jette un petit coup d'œil, ou il jette un petit coup d'œil à la carte et au roadbook. La carte, on en a parlé tout à l'heure. Là, je peux vous dire que ça va envoyer du pâté, comme on dit un petit peu vulgairement. Donc là, ils sont tous en pagaie carbone. Vous avez vu qu'on avait assemblé les différents brins. Pagaie carbone quand même vraiment efficace. Donc là, un petit temps de mise en route, le temps qui se coordonne sur les premiers mouvements. Et puis après, vous allez voir que ça va vraiment enchaîner. Je pense sincèrement qu'ils vont faire des gros écarts sur cette section. C'est tous des bons kayakistes. Ça va être joli à voir. Et voilà, on retrouve le direct sur l'embarquement du team éphémère. Clément Valla comme capitaine d'équipe avec ses équipiers. Voilà. Ouais, ils ont encore des petits soucis de gonflage. Je vois qu'il finit à la bouche, ce qui n'est pas l'idéal. Parce qu'en général, on fait quand même à la pompe, surtout sur les derniers bars. Donc, c'est toujours un compromis délicat, le gonflage, parce qu'on ne peut pas trop gonfler au risque d'exploser le Packraft ou le fragiliser. Mais d'un autre côté, il faut qu'il soit suffisamment gonflé pour être performant, parce que s'il manque un peu de gonflage, le bateau s'affaisse. C'est beaucoup plus... tous les gestes de pagayage, même quand on le retranscrit avec quand on retransmet la propulsion sur les pieds et le bassin pour faire avancer l'embarcation, si c'est pas assez gonflé, on perd tout de suite en qualité. Et là, je vois qu'il a essayé de gonfler un peu plus, mais franchement, vous voyez, il manque un peu de gonflage. On l'a vu là quand il a pris appui sur le côté, il s'est plié un peu. Là aussi, ils vont perdre du temps. Donc je sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'ils ont eu une petite fuite aussi en eau vive à Saint-Pierre-de-Bœuf, c'était possible. Et donc c'est ce qu'on suspectait. Eux, ils sont pas sur un système de solidarisation ou solidarité, je sais pas si on peut le dire comme ça, des 2 kayaks. Par contre, ils sont bien synchrones. Voilà, on voit qu'il y a quand même un peu de fatigue aussi. L'autre équipe devrait pas être loin derrière. Les Gorges de la Loire, magnifique site. Hein. C'est vrai que si vous avez l'occasion d'aller en faire un petit peu de temps en temps là-bas, c'est vraiment un très très beau coin que je vous recommande. On va arriver à Saint-Victor-sur-Loire dans pas longtemps. Ce sont vraiment des très beaux spots. Après plus de 17 heures de course, les corps sont fatigués, les esprits mis à rude épreuve. La team MUC Orientation et la team éphémère sont au coude à coude pour la victoire. À ce moment-là,
Muc a pris une légère avance d'une quinzaine de minutes. Mais chaque erreur peut tout faire basculer. Après avoir survolé la course d'orientation à Saint-Victor-sur-Loire, les deux équipes poursuivent leur effort sans jamais relâcher. Direction le barrage de Grandjean pour une section de trek autour du château des Salois. On est donc en direct du barrage de Grandjean. Hervé, tu viens de nous présenter le parcours qui a été effectué. La première équipe, Mucorin, juste derrière moi. Ils vont débarquer juste là dans quelques instants. On vous donnera le top. On verra. Et puis à voir quel est l'écart avec Team FMR, bien sûr. Alors juste pour vous expliquer ce qui s'est passé, on est allé à Saint-Victor-sur-Loire, donc juste un petit peu plus haut, là, 1,5 km à peu près avant, au-dessus de nous, sur la Loire. Et donc cette orientation elle était intéressante parce que le parcours était sur tout le village de Saint-Victor, qui est un petit village en hauteur. Et on a assisté aux équipes qui ont débarqué et qui portaient leur packraft, qui ont porté leur packraft tout au long de Saint-Victor, en le posant de temps en temps, en allant chercher les balises comme ceci au fur et à mesure, en reprenant le packraft. Et en fait, ils n'ont pas réembarqué au même endroit d'où ils ont débarqué. Voilà, donc ça c'était intéressant parce que la même stratégie a été adoptée à la fois pour Muc Orientation, à la fois pour Team FMR, et on a également assisté à CSO en 3e position, une vingtaine de minutes à peu près derrière FMR, qui a également pris la même stratégie. Voilà, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart qu'il va y avoir ici après le pagayage et la reprise des packrafts, en sachant que le barrage de Grandjean est juste là, à côté de nous. Ce barrage de Grandjean, forcément, vous voyez, on peut pas y passer. On peut pas on peut pas sauter. Donc forcément, les concurrents vont passer juste vers nous. On a une balise juste au-dessus. Si David, tu veux essayer de te tourner, alors on le fait doucement. Voilà, on a une balise qui est juste là, au-dessus. Vous la voyez, juste au-dessus de nous. Donc les concurrents vont sortir de l'eau, venir prendre cette balise, et ensuite, c'est un peu la surprise. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont remonter dans les packrafts pour venir légèrement au-dessus de nous et repartir finalement en arrière, puisqu'il y a une boucle à pied à faire derrière nous, qui est assez raide. D'ailleurs, vous avez pu voir les images qui ont été proposées par les camrunners, une boucle très raide qui va nous emmener de l'autre côté du barrage. Voilà. On va illustrer les propos de Robin avec la carte. Vous allez comprendre tout de suite avec la carte sous les yeux et ce que je vais vous décrire comment ça va se passer. Donc Robin est ici à la balise 33. Donc la balise, vous l'avez vu en live, ici précisément 10 mètres au-dessus d'eux. Donc soit les équipes continuent à pied, si vous voyez ma souris, par le PR ici, soit elles font l'effort. Et à mon avis, c'est le bon choix de repartir en arrière en packraft ici, on en parlait tout à l'heure, venir à la petite chapelle, prendre le sentier côtier, même si c'est assez raide, et venir à la 34 ici. Et quand il vous a dit qu'on allait de l'autre côté du barrage, en fait, ils ont quand même 300 mètres de dénivelé, c'est pas neutre. Donc ça veut dire que la 34, ils vont reprendre ce sentier ici, continuer, venir au nord-ouest du Suc du Pré, ici à la balise, hop, je la grossis pour tout le monde, 35. Et ce que vous n'avez pas l'écran, je pense, si la 36 est là, vous voyez, elle n'est pas loin de la 36, donc ils font tout ce tour, cette boucle dans le sens des aiguilles d'une montre, ils arrivent à la 36, et par contre ce que vous n'avez pas à l'écran, c'est que le point d'embarquement du packraft est à l'aval du barrage juste ici. Voilà, donc l'équipe numéro 3, Dossard 3, qui est en tête de cette course, le Muc Orientation qui est en train de traverser, et il va falloir trouver une solution pour débarquer, et franchement, c'est pas évident. Donc vous le voyez la stratégie, une fille qui débarque, qui vient chercher la balise, alors que les 3 autres pour l'instant restent et essaient de stabiliser le bateau. On le voit, c'est pas évident de l'accès. Et le deuxième qui descend pour venir poinçonner. Voilà, la balise qui a été vue. Un petit complément technique qui est important, c'est que sur cette épreuve, les 4 équipiers ont un doigt électronique. Ça veut dire que les 4 vont devoir aller à la balise. Simplement, s'ils font ça, c'est qu'à mon avis, ils ont prévu de repartir en kayak. Ils ont analysé les cartes
et que donc c'est pour ça qu'ils vont aller à tour de rôle pointer les 4 balises et qu'ils n'ont pas à désolidariser les kayaks maintenant. À mon avis, ils font cette stratégie-là. Ça veut dire qu'ils vont redescendre un par un au bateau, repartir les 4 dans le bateau. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Robin, ils ne peuvent pas faire le choix de laisser les packrafts et y aller à pied. Ils auront même s'ils partent avec les packrafts, ils l'ont puisqu'ils doivent aller pointer toutes les balises ensemble et qu'ils ne pourront pas revenir à la 33. Ça leur ferait trop dénivelé entre la 33 et la 36. Donc voilà, c'était une précision importante par rapport à cette stratégie d'équipe. Alors on voit à l'image la team éphémère qui est justement sur le côté de la chapelle, qui est en train de revenir avec le petit retard accumulé par rapport au MUC orientation. Allez, ouais, le direct, effectivement, voilà, avec la team éphémère qui débarque, qui vous le voyez, qui débarque juste en dessous de nous. On est à 15 minutes exactement, on a pris les chronos, 15 minutes après donc le passage de MUC orientation. Alors on va observer un petit peu la manière dont team éphémère va débarquer. Ça marche pas. Pas mieux à débarquer derrière. Stratégie, derrière, là-bas, effectivement. Éphémère, donc qui va reculer légèrement pour aller sur le dur, aller récupérer les rochers. Et Hervé, je sais que tu es à cheval sur le chrono, donc voilà, moi j'ai pris un départ de la team du MUC orientation à 14h51 ici. 13h51, pardon, ils sont repartis ici. Voilà, le temps de poinçonner, ça va faire quasiment 20 minutes de retard pour la team éphémère. Merci Robin. Tu l'as dit, 20 minutes d'écart en temps réel. Ils ont encore un peu accru leur avance, donc je situe à peu près à 6 minutes, 7 minutes l'avance prise sur cette première partie du fleuve Loire, en plus des 12 ou 13 minutes perdues par éphémère sur la transition. Donc déjà, ça situe un peu. Je pense qu'ils peuvent en regagner un peu, parce que c'est un très bon choix d'aller poser le packraft. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, psychologiquement, c'est toujours un peu dur d'aller faire un aller-retour sur la route pour poser. Mais au final, entre le gain de temps du poids et de ne pas dégonfler, ça sera intéressant. Alors, on voit sur le tracking, c'est exactement ce qui avait été prévu. Là, il n'y a pas trop de choix possible sur les trajectoires pour les équipes de tête. Si on revient un tout petit peu en arrière, donc Team CSO qui fait vraiment une très belle course. Là, pour le moment, ils sont en train d'assurer un podium. C'est exactement ce qu'on a vu avec les images en réel. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur une route. Il faut savoir que la partie qui va être à l'est, la route est interdite. Ça, vous ne pouvez pas le voir vous sur les cartes, mais la partie à l'ouest, la route est autorisée. Ça veut bien dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que les orientateurs ont pensé qu'il y avait ce choix possible et ils ont autorisé cette partie de route aux coureurs pour que justement ça offre un choix stratégique et d'aller poser les rollers, les packrafts, pardon. Oui, alors c'est toujours impressionnant de voir les gens courir comme ça avec en plus ils doivent avoir donc les packrafts dans le sac à dos, j'imagine, puisqu'ils les ont dégonflés. Ils sont sur la crête, là on approche de la 34, encore un très gros rythme alors qu'on est à 14 heures de course, vous imaginez, 14 heures de course non-stop avec roller, packraft, VTT, les treks, la nuit dantesque qu'ils ont vécu, mais on voit qu'ils relancent dès que possible. Même s'ils ont 20 minutes d'avance, voilà, une erreur d'orientation est toujours possible. Vous avez vu que le choix peut être un choix où ils peuvent encore perdre quelques minutes par rapport à l'autre choix de éphémère. Donc voilà, tant que le physique le permet, il faut absolument rien lâcher. On sait qu'ils ont le mental pour. Et ils ont un militaire dans leur équipe, 3 autres coureurs qui ont tous couru à haut niveau, qui savent ce que c'est le haut niveau et les défis physiques. Un MUC orientation qui vient de passer le post 34 il y a 2 minutes, on l'a vu en direct avec les Cameroners. Vous voyez que ça relance quand même, ils mettent une forte pression au MUC, puisque là, sur le replat, sur la partie plate au-dessus du château des Salois, avant de tracer un peu, soit hors sentier, donc là il y a un choix de tracé à faire. Il y a un sentier qui redescend mais qui les éloigne un peu, ou alors ils vont peut-être s'approcher le long de la piste et voir l'état de la végétation, s'ils peuvent couper pour prendre un azimut et aller à la balise 34. Voilà. Donc, mais là, franchement, je pense qu'ils ont gagné quand même un peu ils ont repris un peu de temps, parce que on a vu que la grosse bosse du bas des Camaldules qui a remonté MUC orientation, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'esprit qui sont beaucoup plus chargés que le sont. Vous voyez, ils ne peuvent pas courir du tout à la même vitesse que celle à laquelle le team éphémère court actuellement.
Voilà, là on va pouvoir voir le choix qu'il faisait. Moi j'étais sur ma carte, mais il se pose la question. C'est exactement, ça illustre exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont dû imaginer une stratégie sur la carte, mais ils voulaient s'approcher du bord pour voir si la coupe était possible pour descendre à la 34, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, à la différence des cartes de course d'orientation, qui sont des cartes normées IOF, on est capable de voir sur des cartes normées très précises la densité de végétation, ce qui n'est pas le cas des cartes 25 millième. Donc des fois, là ils doivent se dire que c'est trop risqué en termes de végétation, et c'est pour ça qu'ils vont faire le choix. Donc le capitaine Clément à la carte, et concertation entre les équipiers. Du coup, là, s'il vient d'estimer que la végétation était trop dense et qu'il risquait de perdre trop de temps sur tirer un azimut direct pour aller à la 34 et croiser le ruisseau de la Garde, ils vont retourner prendre le sentier. Donc là, il y a deux stratégies. Si vous pouvez me basculer la carte, je pourrais l'expliquer, s'il vous plaît, en régie. Voilà, juste 10 secondes. Vous voyez, ils arrivaient du château des Salois ici. Donc, soit ils venaient prendre un azimut, puisque l'azimut, là, vous voyez avec ma souris, j'imagine, venir prendre la 34. Soit prendre ce sentier, mais qu'il est quand même fait assez loin, traverser la rivière. Soit il y a un autre choix possible, c'est de venir chercher ce sentier. Et du coup, pour le coup, ils croiseraient Muc à sens inverse, et ils viennent rechercher sur les crêtes la balise. Donc on va voir ce que Clément Vallat et l'autre Clément ont décidé. Julien Moncomble aussi, qui est un bon orienteur, donc j'imagine qu'ils se sont concertés. Voilà, donc tête de course palpitante. Derrière, on va faire un petit point course. Après une longue section alternant packraft, course d'orientation et trek autour du château des Salois, les équipes embarquent une dernière fois au barrage de Grandjean. Il leur reste encore 15 km en packraft, suivi d'un dernier effort, un sprint final de 5 km entre Riva et Saint-Galmier. Voilà, ça confirme exactement ce qu'on avait sur le tracking. Oui, je confirme, là je viens de reconnaître Jonathan. Donc voilà, ça s'est bien passé pour eux. Il n'y avait pas trop de risques, il y avait quand même 80 mètres cubes sur le fleuve Loire, c'est quand même confortable. Je les ai vus passer, très franchement, ça leur a un peu simplifié la vie, parce que du courant comme ça, pas trop de vent défavorable, donc ils n'ont pas trop souffert. Là maintenant, il faut qu'ils fassent une transition express. Voilà, on voit que l'équipe est prête à finir sa transition, ils s'alimentent. On voit Florian qui prend un gel, j'imagine. Là, les deux orienteurs vont étudier la carte. Il n'y a pas beaucoup de choix à faire, hein. C'est assez simple la fin, et on voit qu'ils savent qu'ils ont 13 minutes d'avance, mais ils ne vont pas laisser de chance à Éphémère de revenir dessus. Ils partent en courant, en se donnant les moyens de passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Oui, c'est sûr. Ils utilisent encore les derniers restes d'énergie qu'ils ont, et puis ils vont conserver, je pense, leur avance. Il y a des grandes chances. Il y a de grandes chances, en effet. C'est sûr. Alors, on va recentrer la balise GPS, le tracking sur l'équipe MUC, et puis on va les suivre encore sur la fin de leur périple. Voilà, on les voit, sur nos écrans de tracking, qui sont vraiment sur des longues portions de pistes dans la plaine, absolument toutes plates. Donc, alors pour la petite histoire, c'est sur le GR 765. Voilà, si un jour vous voulez venir vous promener et faire la promenade, même titre qu'eux. Et puis vous voyez, après on va arriver dans le centre de Saint-Galmier, là. Donc ils sont quand même pas très très loin de l'arrivée. Je suis content qu'on retrouve Robin sur la transition du team numéro 2, donc Éphémère. Je rappelle Clément Vallat, Clément et Julien Moncomble, et notre amie féminine. À force de citer toutes les équipes, j'arrive à mélanger sur les prénoms, mais je vais vous retrouver son prénom. Alors Robin n'est pas là, mais en effet, nous avons en image à gauche l'équipe Éphémère et à droite l'équipe MUC Orientation. Il n'a pas l'air de faire si chaud que ça. Dehors, il faisait à peu près 17-18 degrés, mais il y a du vent. Après, c'est vrai qu'ils se sont mouillés aussi avec les embruns qu'ils ont eu en kayak. Donc, quand on est mouillé, un petit peu de vent, autour de 16-17 degrés, plus la fatigue, c'est sûr qu'on se sent, on est un peu plus fébrile, un peu plus frileux aussi. Mais voilà, ils vont vite se réchauffer en courant. Par contre, on voit Clément qui garde la capuche.
Donc j'en parlais ce matin, l'équipier que vous voyez sur la droite de votre écran, donc Julien Moncomble, qui a survécu à la nuit. C'est un peu son point faible. Parfois, lui, c'est quelqu'un qui a une masse grasse très faible et du coup, le froid, c'est pas forcément son ami, comme souvent. Mais là, il a bien résisté, puisque eux ont quasiment tout fait et ont juste respecté le temps de neutralisation dans la salle hors sac. Voilà, donc ils ont fait une belle progression. Et puis le jeune équipier au centre, là, que vous venez de voir, qui est en train de s'écarter de l'écran, Clément, nous vient de Haut-Buget, à la fameuse école de Haut-Buget RAID, et surtout le lycée sport nature dans l'Ain, animé par notre prof de PS favori, et qui a formé de très très nombreux jeunes et dont beaucoup sont arrivés à haut niveau. Voilà, on voit qu'on revient sur le terrain avec des sentiers qui ont été un peu humides. On voit bien qu'il a bien plu cette nuit. Là, c'est un mini ruisseau. Et puis, on zoomera tout à l'heure sur le tracking. Là, ils sont vraiment, je dirais, à peu près à 2 km de l'entrée des faubourgs de la ville. Et là, on s'approche vraiment de la ligne d'arrivée. Je pense qu'ils vont pouvoir prendre le relais et commenter en direct, je l'imagine, là-bas. Donc, plus que les derniers mètres, une petite dernière côte pour eux. Vous voyez que le cadre est assez bucolique. La rivière qui vient de traverser est la Coise. Si un jour vous revenez vous promener à Saint-Galmier, vous avez vu que c'est quand même des coins fort sympathiques. Floriane, la leader de l'équipe, qui emmène les 3 garçons et qui leur dit que voilà, c'est gagné, c'est fait. Je pense que dans leur tête, ils savent que c'est acquis. Et voilà, et un peu comme les cyclistes, ils resserrent les camelbags et ils se resserrent pour passer la ligne d'arrivée ensemble. Toujours un moment sympathique. Là, ils sont le long du centre équestre et on sera vraiment proche dans un instant de la ligne d'arrivée. On a la ligne d'arrivée en vue, ça y est, ils se donnent tous la main pour passer la ligne d'arrivée. Voilà, parfaitement mérité, très et ça très y heureux est, pour eux. la course est remportée. Noël Poméon, il doit avoir quand même d'être au bord des larmes parce que pour lui c'est un tel investissement avec toute sa famille. Je peux vous dire que les parents, Nathalie Poméon, sa femme, était responsable de plusieurs ateliers, donc c'est toujours une aventure familiale d'organiser comme ça. Et on voit qu'ils ont tous le sourire et ils sont ravis. Voilà, on leur tend un micro, j'espère qu'on va pouvoir prendre le relais. Allez, honneur aux dames. Floriane, raconte-nous un peu cette victoire. Ton ressentiment et puis on verra après avec tous les autres comment vous avez vécu la nuit et où s'est fait la différence pour vous. Ben moi, je me suis régalée sur ce raid parce que j'ai été vraiment agréablement surpris. Je connaissais pas la Loire et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. L'itinéraire était top parce qu'il y avait beaucoup de descentes VTT techniques. Et c'est vrai que nous, on aime plutôt ça, du beau kayak. À la base, on est kayakistes, donc ça nous a fait plaisir de revenir sur le bassin de Saint-Pierre-de-Bœuf. On allait régulièrement et puis non, vraiment, c'était top du début à la fin. Après, dommage pour ces 3 heures de pluie où du coup, ça a un petit peu changé certaines sections. Et parce que cette section corde, elle était vraiment superbe, quoi. Donc c'est dommage qu'on soit que 3 équipes, je crois, à l'avoir faite. Et avec toute cette organisation que ça demande, voilà. Mais bon, après, c'est les aléas de la nature, on fait avec, c'est le raid. Mais Ouais, en tout cas, l'organisation au top, parce que ils avaient réservé un gymnase au cas où si la météo n'était pas bonne. Et c'est vrai que du coup, les 3 heures d'attente étaient plutôt agréables. Merci Florian, on va demander à tes équipiers comment par exemple, mais déjà sur la nuit, voilà, la gestion de ce temps à l'abri, repartir derrière, comment vous l'avez vécu? Ça a fait du bien parce personnellement je souffrais parce que j'étais parti un peu trop light et j'avais très froid et heureusement qu'il y avait cette pause, sinon je sais pas comment on aurait fini. En fait, nous on est les seuls à avoir, deux équipes à avoir fait cet atelier corde. Et c'est au moment où il s'est mis à pleuvoir, il y avait du vent pendant l'atelier corde et on était un peu frigorifiés là-haut et du coup après il a fallu reprendre les vélos sous la flotte pour remonter à ce gymnase et c'est vrai que ça a fait du bien. Après on a essayé de se réchauffer mais
en fait, tu grilles aussi de l'énergie quand même dans ces genres de moments. Bon, tu en profites pour analyser les cartes. Mais au moment où il faut repartir, mentalement, c'est encore plus dur, je pense, parce que là, du coup, tu sais que tu retournes dehors, il fait froid. Et heureusement, c'est assez vite réchauffé. Le vélo, ça a été dur, mais après, sur la petite CO qu'il y avait derrière, enfin la grosse CO, on s'est bien réchauffé et c'était cool, ouais. Donc, ouais, on a pas mal pensé aux équipes qui devaient être derrière, loin derrière nous, sur les crêtes, alors qu'apparemment il a neigé. Nous, on n'a pas eu la neige, mais il a neigé là-haut. Et ouais, c'est sacré défi pour eux et c'est chouette qu'ils soient allés jusque là-haut. Voilà, en tout cas, vraiment, merci à toute l'équipe, à Gino, à Loïs, vraiment magnifique raid. Le tracé était exigeant, avec beaucoup de choix sur toutes les disciplines, que ce soit à pied, en packraft, en PTT. Et ce qui était cool, c'est qu'avec FMR, en fait, on n'a pas toujours été ensemble. Ça a été un peu le jeu du chat à la souris. On a fait des choix différents qui ont payé ou pas payé. Et à la fin, ça ne se joue à pas grand-chose. Peut-être un peu de fraîcheur aussi de leur côté, parce que je pense qu'après, en orientation, ils sont quand même très très solides, on l'a vu. Et ouais, ils méritent autant que nous la première place. Voilà. Eh ben, c'est vous les premiers. En vous suivant quand même de près, on a beaucoup analysé toute la course, vous l'imaginez bien. On avait le tracking qui a parfaitement fonctionné. On a vu un gros écart quand même de temps sur la transition. C'est quasiment le temps d'écart final au réel. Est-ce que vous en avez eu conscience? Est-ce que c'est eux qui ont un peu fait des bêtises là-dessus ou vous qui avez été encore plus performant que les fois précédentes? Est-ce que vous saviez déjà ça? Vous en avez conscience ou pas? Peut-être. Ouais. La transition Packraft, ils ont vraiment mis 12 minutes de plus que vous. Ouais. On a fait toute la course devant. Du coup, il y a un moment où on les a revus. Mais on a fait tout le début devant. On les a revus une fois qu'on est reparti à la nuit. Et après, on a fait toute la fin devant. Du coup, on n'avait pas trop les écarts. On voyait pas trop ce qui se passait. Et on voyait bien qu'ils revenaient quand on faisait des boulettes d'orientation. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce matin, c'était vraiment le début du Packraft. Ils sont arrivés 2 minutes derrière vous. Vous étiez en train de gonfler, vous commenciez juste à gonfler. Ils sont arrivés 2 minutes et ils sont repartis quasiment 20 minutes derrière vous. Ouais, bah c'est sûr que ça joue un peu. Heureusement. Parce qu'après, quand ils s'est de panne, on a pris une petite leçon d'orientation à la CO, on peut le dire. On était bien content de les suivre de pas trop loin, quoi. Ouais, t'es modeste parce que vous avez été quand même souvent en tête, vous avez fait vos choix, vous avez voulu faire quelques boulettes, mais franchement, pas énorme avec toute la fatigue, etc. Après, Clément, c'est son terrain de jeu, il connaît aussi, c'est un terrain, alors même s'il ne connaissait pas l'endroit précis où vous êtes allé, mais c'est vrai qu'il connaît quand même le Pila, il est orienteur depuis longtemps, mais franchement, respect, hein, vous avez assuré. Jonathan, qu'est-ce que tu as envie de dire en complément de tout ce que viennent de dire tes équipiers? Non, je suis fier de l'équipe. C'est notre deuxième victoire en Coupe d'Europe. Et la première en France. La première fois, c'était au Nirvana en Italie en 2022. Et du coup, ça avait déjà bien gazé entre nous. Et puis là, cette année, on voulait participer avec Tim. Et je pense qu'il y a une belle complémentarité au niveau de l'équipe. Ça a bien marché. Tim et Romain ont fait une grosse partie remontation. Ils ont tout géré. Et voilà, c'est comme ça que ça gagne, ça paye à la fin. Voilà. Alors on en avait parlé hier quand on vous a interviewé, vous veniez aussi là en préparation du Maroc. Ça va être la même compo d'équipe, les 4 mêmes, pas forcément. Enfin, expliquez-nous un peu objectif et est-ce que vous pensez que vous aurez récupéré? Non, moi je fais la sieste le week-end prochain. Non, du coup, oui, c'est tous les 3 et sans team, du coup, il y aura Romuald de Vial. Ah oui. Voilà, donc il y a l'expérimenté Romu. Et c'est vrai que le délai est un peu court. J'y pensais cette nuit. Je me suis dit, ouf, ça va être dur de la semaine prochaine, dans 7 jours, de se remettre dans cet état-là. Parce que, mine de rien, on grille quand même pas mal d'énergie mentale, physique. Donc, bon, on va tout donner. Et c'est vrai que à la base, on voulait plutôt aller en Croatie, mais il a été annulé. Donc, du coup, on s'est rabattu sur le Maroc. Mais je pense qu'on va se régaler là-bas aussi, hein. Donc on a hâte de voir l'itinéraire, mais je pense qu'il y aura moins de choix d'orientation. Voilà, c'est pas des raids similaires à ce que l'Igérien nous a proposé. Donc on se retrouve avec Robin et avec Jean-Noël. On a quelques questions à vous poser. Alors d'abord merci à tous les deux sur des rôles différents, Jean-No et Aloïs et puis toute l'équipe d'Orga, ça on l'a dit souvent, mais pour un point particulier et le fait qu'on soit là, c'est pas forcément courant en raid.
c'est plus usuel, Robin le sait, en trail, ultra trail, sur d'autres disciplines. En raid, c'est quasiment une première. On a eu longtemps Endorphine Mag sur un format un peu différent, mais comme ça, un live en plus avec tes 8 Mont Blanc, génial, merci les gars. C'est aussi des choix financiers qui sont pas faciles. Tu vas nous en dire 2 mots, mais je pense que c'est une fierté. On sait qu'il va y avoir du replay, des replays derrière, donc quelques mots déjà là-dessus, Jean-No, avant de passer sur le bilan de la course, et puis Robin complétera sur la partie de ce que toi tu as vécu sur le terrain avec tes équipes, etc. Oui, vous avez pu le voir, une organisation au niveau européen comme ça, c'est beaucoup d'investissement. Alors évidemment, on est un noyau très soudé, on s'entend très bien et c'est vrai qu'on a fait ça très collectif. L'idée, c'était de faire une organisation type horizontale. Et puis, on a pas mal débattu des choix financiers, donc on est très sensible, c'est vrai, à l'impact écologique qu'on peut avoir. On a eu des débats sur les chasubles, par exemple, qui coûtent cher. On n'a pas trouvé de partenaire pour les financer. Donc je vais peut-être profiter pour remercier nos partenaires financiers qui nous permettent de ne pas être déficitaires sur l'événement. En premier lieu, le département de la Loire. Merci beaucoup au département de la Loire de nous suivre. C'est eux qui nous sauvent un peu la mise et qui nous permettent aussi de mettre en place la régie média. Ensuite, on a la CNR qui nous a bien aidés. On a Air Extreme. On a la Charpinière, on a... Alors maintenant, je suis obligé de tous les citer, sinon je me... c'est lourd. Voilà, ils sont sur la bannière. Alors, c'est pas que des partenaires financiers sur la bannière, mais c'est vrai que c'est difficile dans le contexte économique actuel de trouver des partenaires financiers qui nous permettent d'opérer des choix sur la manière dont on veut organiser notre événement. Nous, on a fait un choix de mettre le petit bénéfice qu'on avait pour le média. C'est vrai que Crush On nous a permis d'avoir une prestation au niveau professionnel et on en est très reconnaissant. Robin et TV8 Mont Blanc, pareil. Donc c'est vrai que c'est plaisant de découvrir aussi cet univers du direct. Et puis oui, évidemment, on avait quand même 80 bénévoles et qui viennent donner du temps en amont. Enfin, c'est plus de 2 ans de travail pour Aloïs et moi, et puis plus d'1 an de suivi pour les 15 autres qui sont sur l'organisation. Et le jour J, c'était 80 bénévoles qui ont donné presque 48 heures de leur temps, et dont 24 heures sans dormir. C'était pas forcément prévu qu'ils dorment pas, mais avec les aléas, voilà. Donc on a tous vécu énormément d'émotions, et ça fait plaisir. Ouais, bravo Jean-Noël, puis bravo à toute tes équipes, vraiment tu feras passer le message et puis bravo à vous en plateau, ce que nous avez fait vivre cette course, à la fois peut-être d'un point de vue plus journalistique pour toi Margot, puis toi Hervé, ce point de vue technique toujours avec toutes ces infos. Moi en tout cas je vous remercie Jean-Noël, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, et pour nous aussi parce que c'était une première avec les équipes Outdoor Sport Media et 8 Mont Blanc de retransmettre un raid multisport. On avait très envie, moi j'ai une attache particulière à la Loire et donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir, et puis bravo pour avoir relevé ce challenge. On a beaucoup discuté, quel format. Évidemment qu'on ne pouvait pas retransmettre 24 heures, c'est sûr, mais je trouve que le format est plutôt bien réussi. On fera le débrief bien sûr, mais en tout cas on espère vous avoir fait vivre. Et moi en tout cas pour les duplex, c'était un plaisir de retrouver au cœur du terrain les équipes, les bénévoles, ils étaient tous à fond. Enfin franchement c'était vraiment incroyable. Évidemment c'est le direct, on n'a pas pu avoir de duplex sur la dernière partie, vous l'avez senti. On aurait bien aimé vous donner un peu les infos, notamment l'équipe que vous avez eue, la dernière team éphémère. Team éphémère qui était vraiment dans le dur à la sortie, hein. Clément vous l'a redit, très froid, etc. C'était des infos inside qu'on avait, et puis CSO qui est en train de faire 3e. Donc franchement merci de nous avoir fait vivre, nous c'était vraiment un plaisir, et puis voilà un très beau direct, et les équipes de terrain encore une fois, merci à vous. Je vous remercie les spectateurs, je remercie tous ceux qui ont participé, toute l'équipe média, et à très bientôt j'espère. Merci Margot. Merci Margot. Bye bye. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. You can hear them. Focus. Remember that it's happening now. Everything else is just noise.